Bonsoir à tous, bienvenue sur notre plateau télé qui vient conclure cette 6e édition des Rendez-vous Voyelles. Alors cette année, bien évidemment, en raison des conditions sanitaires, nous ne pouvons pas organiser notre traditionnelle conférence, mais c'est un rendez-vous digitalisé avec des tables rondes comme habituellement. Je m'appelle Vanessa et je suis en compagnie de Cécile, la présidente de Voyelles. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette conférence digitale. Donc voilà, en temps normal, comme l'a dit Vanessa, on était en présentiel, mais voilà, aujourd'hui on teste un nouveau format. Donc les rendez-vous Voyelles 6e édition. Donc peut-être avant d'aborder les tables rondes, on va dire, je vais vous rappeler en quelques mots ce qu'est l'association Voyelles. Donc c'est une association féministe. Alors attention, féministe, c'est pas un gros mot à partir du moment où on défend une des causes sur l'égalité, la mixité, etc. Voilà, on peut dire que nous sommes féministes. Donc c'est une association féministe qui est à Orléans, dans laquelle en fait on promeut l'entrepreneuriat par les femmes, l'égalité hommes-femmes sur le territoire et également les questions de mixité. Alors justement, la mixité, ça tombe bien puisque c'est le thème de notre première table ronde. On va faire d'ailleurs un petit test avec vous pour vous montrer que finalement, on a tendance en général à sexualiser les métiers, à penser qu'il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes. Or, finalement, comme on a l'habitude de le dire pendant nos séquences de sensibilisation auprès des plus jeunes et puis également des étudiants, puisqu'on va des 4 ans jusqu'aux étudiants, à partir du moment où finalement on a des mains, des yeux, une tête, etc., finalement on peut faire tous les métiers. On va vous faire un petit test, Cécile, si t'es d'accord. Allez, on va vous montrer des images et instinctivement, on n'aura pas vos réponses, mais essayez de dire si pour vous ce sont des métiers d'hommes ou des métiers de femmes. Alors regardez, là on a le côté pilote et le côté peintre en bâtiment. Voilà, exactement, plutôt commandant de bord. Toi, t'es plutôt avec tes balai. Le balai. Donc moi, quelque chose de très secrétaire, web, accueil, secrétariat, accueil. Alors là, moi, vigneron et pompier. Et puis, alors toi, esthéticien. Et le côté nounou, babysitting. Alors instinctivement, est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment que c'est plutôt un métier d'homme ou un métier de femme? On va accueillir nos invités pour vous montrer que finalement tous les métiers sont mixtes. Nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants. Rémi Mingasson, qui est auxiliaire de puériculture dans une crèche d'Orléans. Il faut savoir qu'ils sont juste 1% d'hommes à exercer ce métier. Bonjour Rémi. Bonsoir. Sabine Brochard, qui est sommelière et gérante de Verre Divin, et donc 30% de femmes seulement sont sommelières en France. Bonsoir Sabine. Bonsoir. Et enfin Soufiane Nazif, qui est étudiant infirmier en 3e année, et il fait partie des 30% d'hommes à bientôt exercer le métier d'infirmier. Bonsoir Soufiane. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire ce que vous faites, pourquoi vous l'avez fait, pourquoi vous avez choisi cette voie? Alors, Rémi? Alors, moi, je me présente, donc Rémi Mingasson, j'ai 35 ans, je suis marié, 2 enfants. Ça va faire environ 10 ans que je suis auxiliaire de puériculture. Auparavant, je travaillais à l'hôpital de Blois, où j'ai pu exercer différents postes. Que ça soit de la salle de naissance aux urgences pédiatriques en passant par de la pédopsychiatrie. Et puis là, dernièrement, je me suis rapproché sur Orléans et je travaille donc en crèche. Alors Sabine, un beau parcours. D'ailleurs, j'en profite, on voulait vous souhaiter un très bon anniversaire, puisque aujourd'hui, ce sont les 10 ans de Verre Divin. Bon anniversaire à vous. Exact, merci à vous, merci de m'accueillir. Eh bien oui, aujourd'hui, les 10 ans de Verre Divin, c'est un bar à vin initialement que j'avais monté et qui est devenu, par la force des choses, des demandes des clients, un restaurant à vin. Donc je suis sommelière de métier, les années passent, cela fait plus de 20 ans, puisqu'il y a 20 ans, j'ai installé rue du Poirier à Orléans ma première boutique. Et donc, dans quelques mois, on fêtera les 20 ans de cette tante qui était rue du Poirier. Ce métier est venu d'un naturel. Je suis gourmande de nature.
aventure. Je suis partie dans la restauration et dans l'idée d'être cuisinière. Et puis au fur et à mesure de cette curiosité, de goûter plein de choses, le vin et les fromages sont arrivés à peu près à la même période. Et j'ai commencé vraiment à aller dans cette voie et à me perfectionner. Donc, je me suis formée un an en France, à Dinard, avec un très bon prof qui m'a ouvert des portes. Je dis souvent la tête dans les étoiles, beaucoup d'établissements étoilés à Paris. Et puis, j'ai continué. Il faut avoir un caractère bien trempé, comme vous l'avez dit, la Tour d'Argent à Paris, pour être une femme et assumer ce métier sur plein de raisons. Que ce soit en effet l'enthousiasme, la passion, et ce soit surtout une forme physique, parce que c'est un métier qui appelle quand même qu'on soit en pleine. Merci. Et alors, Soufiane, pouvez-vous vous présenter en quelques mots également? Du coup, Soufiane, j'ai 21 ans. Je suis en 3e année d'études d'infirmier. Et j'ai choisi ce métier parce que j'apprécie beaucoup le contact des personnes et du coup aider les gens, etc. Et c'est vrai que du fait aussi de ma pathologie, comme je suis diabétique, j'ai naturellement croisé beaucoup d'infirmiers et ça m'a donné envie de réaliser le même métier du coup. Et où faites-vous vos études? À Orléans, pardon. À l'IFSI d'Orléans. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été confronté à des difficultés pendant votre parcours de formation ou votre carrière? Alors, des difficultés durant ma formation, non, pas du tout. Bon, juste que j'étais le seul homme dans ma formation, près de 24 femmes. Vous avez peut-être été chouchouté? Et du coup, après, dans ma profession, alors déjà vis-à-vis de mes collègues, non, j'étais plutôt bien accueilli. Après, l'avantage, c'était à l'hôpital, voilà. J'étais certes le seul garçon dans le technique, c'est-à-dire auprès de l'équipe, mais il y a toujours les médecins hommes du coup, qui étaient là. Donc non, c'est plus normal en fait, et plutôt bien accueilli. Après, peut-être avec les patients ou les familles de patients, ça a pu déranger des fois, quelques fois quoi. Et vous, Sabine? Alors, déjà, la femme en cuisine, c'était pas véritablement courant. Alors, on avait quand même quelques belles notoriétés, mais c'était rare. On pourrait penser à la mère Poularde, à Mont-Saint-Michel, par exemple, mais il y en avait peu. Et puis après, est-ce que ça a été une difficulté? J'avais les cheveux qui tombaient en bas de mes fesses, donc il a fallu les couper très courts, s'adapter et être dans le milieu, on va dire, pour pas avoir de cheveux qui tombent dans les assiettes. La station debout, là, dans plein de métiers différents, donc non. Et vraiment, quand j'ai rencontré ou quand j'ai pris ma voie professionnelle du vin, oui, je suis arrivée dans une voie qui était très masculine. On était à l'époque 1%. Dans un établissement, j'étais la seule femme des fois, donc c'était particulier, il y avait une tension. Et puis après, tu t'adaptes, et puis tu essaies de connaître un peu les gens. Je pense que quand tu prends un poste, c'est un peu partout pareil. Il faut arriver à rencontrer des personnes, faire des échanges. Et puis, il n'y a pas la notion de sexe, si ce n'est que dans ces années-là, la sommelière n'était pas encore féminisée. On disait un sommelier. Voilà. Aujourd'hui, la porte est ouverte. Vraiment, il n'y a pas de difficulté pour accueillir hommes ou femmes. Je crois que c'est vraiment totalement ouvert. C'est vrai que 30%, c'est pas un gros chiffre, mais c'est déjà pas si mal par rapport au 1% du côté de Rémi. Donc on est sur la bonne voie. C'est vrai, comme Rémi le disait tout à l'heure, dans la formation qu'il a connue 24, nous, on était 12 élèves et on n'était que 3 filles. Donc, c'était déjà des formations très rares. Et en plus, 3 filles sur les 12, donc c'est pas beaucoup, oui. Et vous, Sofiane, quel est votre ressenti par rapport à cette question? Moi, du coup, j'ai pas eu de difficultés non plus par rapport à mes formations et mes différents stages par rapport à l'équipe, en tout cas. Même généralement, un homme, on est plutôt bien accueilli, on va dire, dans les équipes, vu que comme c'est rare, de plus, on peut avoir des difficultés d'acceptation par rapport aux patients, du fait que, par exemple, je sois une femme et que je dois m'occuper d'elle, du coup, ça peut poser des problèmes, vu que parfois c'est pour des toilettes ou des choses comme ça. Mais sinon, auprès des équipes, etc., j'ai jamais eu de problème du fait que je sois un homme.
Alors Rémi, vous commenciez à dire que parfois ça a été plus du côté des familles où ça a été compliqué. Donc si j'ai bien compris tous, vous ne vous êtes pas senti désavantagé d'être un homme ou une femme dans votre profession. Rémi, peut-être un petit peu par rapport aux familles, vous disiez? Alors, je peux vous donner des exemples. Quand je travaillais du coup à l'hôpital, c'était au moment des allaitements, par exemple, comme dit Soufiane, des moments intimes en fait Oui. au niveau des familles. Donc, ça peut être, oui, voilà, une toilette sur une maman, ça peut être une mise au sein pas acceptée durant un accouchement, parce qu'on travaille, enfin, je travaille aussi en salle d'accouchement. Bah voilà, c'est un moment très très intime, très personnel, et forcément, bah voilà, il y a une petite gêne qui peut s'installer. Après, ça dépend des gens, hein, voilà, ça dépend des gens, de leur pudeur, leur acceptation. Enfin voilà, c'est pas commun déjà d'avoir un homme, mais voilà, on est entre guillemets des petites mains, on n'a pas le statut docteur. Voilà, c'est le docteur a plus de laissez-passer, on va dire entre guillemets, que nous soignants, quoi. Et donc, alors, tant mieux finalement si ça n'a pas été un désavantage. Et est-ce qu'à contrario, parfois, les uns les autres, vous avez eu l'impression que c'était finalement un avantage? Est-ce que vous étiez privilégié du fait d'être un homme ou une femme dans ces professions qui sont, où vous étiez minoritaire? Rémi, est-ce que vous apportez quelque chose finalement? Est-ce qu'en tant qu'homme, vous apportez quelque chose de différent? Privilégié, déjà, j'aurais envie de dire non. Non, parce qu'en fait, on nous fait bien comprendre que, homme ou femme, peu importe, quoi, on est avant tout un professionnel, un ou une professionnelle. Et voilà, on fait partie de la même équipe, on fait le même travail. Ouais, non, il n'y a pas de privilège. La facilité, non, je pense pas qu'il y avait des facilités. Après, je pense que c'est plus le comportement de chacun, l'attitude professionnelle qu'on peut avoir. C'est ce qu'on nous on renvoie, homme ou femme, peu importe. À partir du moment où entre guillemets on assure, les gens derrière, nous font confiance, quoi. Alors Sabine, donc en 2015, vous avez été titrée maître restaurateur, et en 2020 présidente, je sais pas si c'est nommée ou élue, présidente des TOC du Loiret, et vous êtes la seule femme des TOC du Loiret. Donc finalement, est-ce que ce côté justement femme parmi autant d'hommes, est-ce que vous vous sentez privilégiée? Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que voilà, le caractère féminin apporte quelque chose? En fait, je m'amuse énormément de cette situation. Je trouve ça j'ai d'abord dépassé parce que je me dis les gars, faut vous mettre à la page. Et en plus, je suis quelqu'un qui de nature est hyper positive et dynamique, j'ai envie de dire. Je rebondis facilement. Donc, c'est vrai que quand j'ai dit en mars 2020 que j'avais envie de reprendre la présidence des TOC du Loiret, une association que de chefs masculins, cinquantaine avancée, pour refaire. Donc voilà, c'est mignon. Ça a été dur, il y a eu une certaine réticence de quelques-uns, mais aujourd'hui, je reçois des jolis mots qui reconnaissent mon travail. En effet, mon professionnalisme, et heureusement qu'il est là. Il y a une différence, moi je trouve quand même, mais il n'y a pas de. Je cherche, je sais ce que je pense moi, hein, voilà. Je dis souvent, il y a une sensibilité quand même qu'on a en tant que femme. C'est peut-être pas bien ce que je dis, mais je le dis. Mais c'est vrai que je le pense, et je le pense aussi dans mes dégustations, dans ma façon d'aborder un verre de vin, vous raconter la petite histoire, vous accompagner. Je vois bien quand même que ma place autour de la table, quand vous êtes en tant que client, vous appréciez quand même le contact un peu plus féminin, hein, pour aller au bout du chemin. Donc des différences, je l'ai vu aussi quand j'ai été enceinte. C'est vrai que derrière ça, j'ai mon nez qui s'est développé, mais un truc de dingue. C'était horrible, les sensations, j'avais l'impression d'être un aspirateur. Et la moindre odeur était amplifiée. Donc je pense que ça, malheureusement, l'homme ne le comprend pas. Mais ça peut être génial, parce que c'est encore resté. Là, je prends plein de choses. Et puis après, est-ce que j'en ai un peu profité? Je crois qu'on en profite. Malheureusement, de temps en temps, quand t'es pas en forme physique et que t'as une caisse de vin qui en effet très lourde, tu vas demander à ton collègue s'il peut t'aider un petit peu quand même. Et ça passe mieux si c'est une nana qui va voir un homme et qui lui dit j'aurais besoin d'un coup de main. Plus facilement, il va reconnaître que physiquement, c'est vrai que c'est un peu lourd tout ça. Voilà. Et Rémi, vous, au niveau des études d'infirmier, est-ce que vous avez l'impression que c'est un petit plus d'être un homme? Qu'est-ce que j'ai dit, Rémi? Pardon, Soufiane, excusez-moi. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un plus dans vos études d'être finalement un des rares hommes? Est-ce que vous pensez qu'après, quand vous allez être infirmier en titre, ça sera un plus pour vous ici? Je pense que
ça pourrait être un plus, mais je pense pas que ce soit un privilège comme l'a dit Rémi, mais je pense, par exemple, dans des milieux spécifiques comme la psychiatrie, le fait d'être un homme, c'est un avantage, on va dire, parce que les patients ont des visions altérées, on va dire, des choses, et des fois, vont porter plus de respect aux hommes qu'aux femmes, malheureusement. Mais du coup, c'est vrai que dans ces milieux-là, c'est plus avantageux, entre guillemets, d'être un homme. Mais sinon, dans les services plus conventionnels, le fait d'être un homme ou d'une femme, en fait, ça va juste changer un petit peu notre approche. Mais au final, si on arrive à garder un bon relationnel avec le patient, etc., ça change pas grand-chose au final. Quand on échangeait en préparant l'émission, c'est vrai qu'on disait pour nous c'est important la mixité et ça depuis leur tout jeune âge, on insiste auprès des enfants sur la mixité des métiers, sur le fait que on joue avec eux en fait. De quoi avez-vous besoin pour exercer tel métier? Est-ce que les garçons ont ça? Est-ce que les filles ont ça? Est-ce qu'ils ont par exemple des bras, des mains, un nez? On parlait d'un nez, etc. Et oui, les deux l'ont, donc ils peuvent le faire. Mais Sabine, vous nous disiez quand même que alors un homme ou une femme peut exercer le métier, mais qu'il y a quand même une petite nuance à apporter. Eh bien, oui, physiquement, faut pas perdre de vue qu'on est malheureusement pas égal. Je trouve que c'est vraiment le coup de pas de bol. Y a deux choses. Il y a la forme physique et alors je suis entourée sur ce plateau de deux hommes, mais justement ils sont dans la partie et ils vont comprendre ce que je vais dire. Il y a une période quand même dans notre cycle de femmes où t'as un moment, t'as un rebondissement, t'as une force, t'es en pleine forme. Et puis, il faut pas perdre de vue qu'il y a un moment, même s'il est court, même si c'est 5 jours, t'as une panne quand même de forme et ça peut influencer ton caractère, ça doit pas, mais ça peut. Au travail, ça doit pas se voir parce que t'es professionnel, mais physiquement, t'es muré au sol, quoi. Faut pas avancer. Si tout le monde avait cette notion en fait de ce que vous disiez Sabine sur ces moments en fait dans le cycle, je pense du coup on se comprendrait peut-être tous un peu mieux. Ah ça, je vous rejoins. Je me rappelle de ce que disait Claude Terrail-Feu, papa Terrail à la Tour d'Argent, quand il m'a reçu, il a dit qui a pris une stagiaire femme? La femme, Madame Pipi, c'est notre d'accueil, c'est la comptable. Mais oh bon sang, qui? Alors, il y avait au moins 50 personnes dans l'équipe. Et moi, j'arrive, équipe de salle, la seule nana. Et là, je me dis, en effet, on fait une boulette. Et sur le coup, j'avais les cheveux donc en dessous des fesses. Et le lendemain, je suis arrivée, j'ai coupé comme un garçon. On m'a fait retirer mes petites boucles d'oreilles, pas de bijoux, machin truc. Je me suis fait faire une queue de pied. Et hop, dans la poche, ni vu ni connu. Le lendemain, j'étais un garçon manqué. Là, le manqué, il est clair. Un garçon manqué, il était raté. Et que diriez-vous pour encourager des jeunes du sexe opposé à exercer un métier dit d'homme ou de femme? Soufiane? Moi, je pense juste, en fait, au final, si on aime ce qu'on fait, je pense que le fait d'être un homme ou une femme, pas grand-chose. Parce que, par exemple, moi, en tant qu'infirmier, quand je suis face à un patient, au final, je vais me retrouver seul une fois que je serai diplômé. Le fait que je sois un homme ou une femme, ça va pas changer le métier. Que si j'arrive à garder, comme je le disais, en fait, c'est le relationnel qui est très important. Si j'arrive à nouer un bon lien avec le patient, si j'arrive à réaliser des actes qu'on m'a appris, on sait savoir de façon correcte et dans les règles de l'art, un homme ou une femme, je sais pas, la qualité du travail. Et au final, la reconnaissance sera la même si on est un homme ou une femme, si le travail est bien fait. Du coup, je pense qu'il faut pas se fixer sur le fait du sexe, entre guillemets, parce que au final, le travail, si on s'épanouit, ça change pas grand-chose. Et vous, Rémi? Alors moi, c'est à peu près pareil, mais je pense, c'est plus le regard des autres. Il faut se détacher vraiment du regard des autres, de ce qu'on dit. Voilà, auxiliaire, c'est un métier de femme. Non, c'est pas un métier de femme. Moi, quand j'ai connu ce métier avant de le faire, pour moi, c'était même pas un métier de femme, c'est un métier. Avant tout, c'est un métier. Après, une fois que j'ai pu intégrer donc cette catégorie professionnelle, oui, je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes et il y avait beaucoup de femmes. Mais voilà, c'est pour moi. Il faut vraiment pas se cantonner à si un jour une fille veut faire, je sais pas moi, maçon, carreleur, plombier, si ça lui plaît, en fait, c'est à partir du moment où ça nous plaît, il faut foncer, faut pas se poser des questions. C'est avec des gens comme nous, on va dire qu'on va réussir à faire bouger les lignes. Clairement. C'est ce que disait Sofiane finalement, c'est l'épanouissement qui est très important. Mais on le voit, je le vois même en crèche auprès des enfants.
Nous, on essaie de travailler un maximum pour essayer, par exemple, un petit garçon, s'il a envie de se déguiser avec une jupe ou jouer à la poupée, on va pas du tout lui interdire. On va vraiment, voilà, le laisser faire. Et ça commence, je pense, déjà même de plus jeune âge avec la nouvelle génération qui va arriver. Et que voilà, faire changer ce regard. Et si c'est un métier, moi j'ai la chance de pouvoir dire que je fais un métier que j'aime. Tous les jours, je suis content d'aller au travail pour travailler. Enfin, pour moi, c'est même pas du travail, quoi. C'est une passion. C'est une passion. Donc voilà, à partir du moment où ça devient une passion, bah voilà, le travail après s'en fait ressentir aussi, quoi, derrière. Plutôt qu'un métier alimentaire où bah on traîne les pieds et on sait qu'on va faire ça pendant 30, 40 ans, quoi. Et vous, Sabine? Je pense qu'il a bien résumé. Je pense qu'il faut avoir envie, il faut rester motivé, il faut rester professionnel. Il y aura toujours des doutes. Je crois qu'il y a toujours des moments où tu te dis qu'est-ce que je fais là quand tu vois un client, parce qu'à l'inverse, ça m'arrive, hein, un client qui me regarde et qui me dit mais qu'est-ce qu'elle en sait, de quoi parle-t-elle, voilà. Tu as cette occasion. Alors moi, par contre, maintenant, avec mon caractère bien trempé, quand ça arrive, je crie au loin après mon mari, je lui dis Laurent, et le client qui comprend ce qui se passe, je dis non, ben faut pas insister, hein. Si t'as un délit de la gueule, c'est pas le problème avec moi. Laurent va s'occuper de tout. Et là, ça coupe tout. Non, pas du tout. De quoi parlons-nous? Vous êtes professionnel. Mais en fait, c'est moi la sommelière. Lui, en fait, il est juste caviste. Et il est caviste par la forme des choses parce qu'il m'a rejoint dans ma passion. Et alors là, je vois le client qui me parle. Il dit merde, j'ai fait une boulette. Je dis ah, c'est bon, c'est bon. Laurent va prendre le relais. Donc je m'en amuse, je crois qu'il faut rester là-dessus, ça va s'ouvrir, tous nos métiers vont s'ouvrir. Ce qui m'ennuie éventuellement, c'est la semaine dernière d'avoir rencontré quelqu'un que j'apprécie et j'avais pas compris que être maire d'une commune en tant que femme n'a toujours pas été mis au féminin. Et alors moi je fais une grosse boulette, j'arrive, je dis alors j'ai appris t'es mairesse. Non, ça se dit pas, ça. Ah bon? Moi, je dis quoi? Elle me dit la mairesse c'est la femme du maire. Et je dis alors on dit quoi? On dit Madame le maire. Mais c'est vrai, bizarre comme idée que je lui dis. Ouais, c'est comme les pharmaciens. Voilà. La pharmacienne, c'est pareil, c'est la femme du pharmacien. Voilà, bah, c'est bizarre quand même comme idée. Hein. Il y a encore quelques mots à transformer comme ça. Donc du coup, si on résume, effectivement, on est sur oser, un petit peu aussi mettre de côté le regard des autres, parce que finalement, on se rend compte que dans pas mal de métiers dits de l'autre sexe, c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent. Et surtout, moi, ce que je retiens et ce qui me plaît beaucoup, c'est faire un métier qu'on aime et par passion. Ouais, c'est complètement ça. Et donc, ça fait complètement la transition aussi avec notre table ronde suivante sur le thème d'oser. Donc, en tout cas, un grand merci à vous de nous avoir partagé vos passions, nous avoir montré que finalement, on peut exercer le métier qu'on aime, quel qu'il soit et quels que soient les stéréotypes qu'on puisse avoir dessus. J'espère que ça va donner envie aux personnes qui nous regardent et à leurs enfants d'exercer le métier qu'ils souhaitent, parce que c'est vraiment le message qu'on souhaite faire passer. Exercez le métier qui vous plaît et soyez passionnés, vous serez heureux toute votre vie. Donc, un grand merci à vous et à tous osés. Merci à tous. Merci à vous trois. Merci. Bonne soirée, au revoir et encore bon anniversaire. Champagne. Merci, bonne soirée, au revoir. Eh bien, merci à tous les trois pour votre présence et votre participation, c'était vraiment passionnant. Donc finalement, si on devait résumer cette première table ronde, tous les métiers sont mixtes, donc surtout, mesdemoiselles, messieurs, ne vous fixez pas de barrière, il n'y a aucun stéréotype, n'hésitez pas à faire le métier de vos rêves, le métier qui vous plaît. Oui, c'était vraiment super intéressant, merci beaucoup. Vanessa, j'aimerais bien, juste avant qu'on passe à la suite, te parler de ça, enfin vous parler tous de ce petit jeu, donc de la maison d'édition Top là. Donc ça s'appelle le mémo de l'égalité, c'est The Moon Project. Et donc en fait, le mémo de l'égalité, ça permet de jouer avec les métiers justement. Donc un agriculteur, une agricultrice, un architecte, une architecte. Et en fait, vous avez des petites cartes comme ça, voilà, c'est un mémo classique. Voilà, j'en ai fait tomber une. Et mais du coup, ça montre vraiment que les métiers peuvent être à la fois mixtes, féminin, masculin, voilà. Et donc on en a mis d'autres là parce qu'effectivement c'est très intéressant. On a la bataille féministe. Donc là où vous avez la reine et pas juste le roi, le valet, etc. Mais vraiment féminisé, et, en tout cas
de manière égalitaire. Et puis on a l'essai de famille avec des grandes femmes qui ont marqué en fait l'histoire du féminisme à travers les temps. Voilà. Des femmes inspirantes, parce que c'est important Exactement. d'avoir des femmes inspirantes pour se projeter et avoir envie de faire des métiers. C'est ça aussi qui va nous donner envie plus tard d'exercer un métier aussi. Le rôle modèle. Exactement. Très important. Alors, on continue finalement dans le côté stéréotype, lutter contre les stéréotypes. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment fait-on comme un garçon, comme une fille? Ou est-ce qu'il y a des couleurs de garçons, des couleurs de filles? Eh bien, c'est notre rendez-vous capsule qui a été diffusé aujourd'hui et qu'on vous rediffuse ce soir si jamais vous l'avez manqué. Donc, comme un garçon, comme une fille, regardez tout de suite. Pour moi, il n'y a pas de métier de femme et de métier d'homme, mais on trouve des métiers où il y a plus de femmes et plus d'hommes, comme par exemple infirmière et institutrice. Et pour les hommes, il y a plus d'hommes, je trouve, dans les pompiers. Un métier. Je trouve qu'en fait, on dit trop. Que tu sais, c'est la femme qui soigne et tout, qui a le rôle, alors qu'il y a des infirmiers aussi. Et pareil, quand on dit pompiers, les pompiers, et ben ça se trouve, il y a des femmes, les gendarmes pareil, et moi je trouve qu'il y a trop de clichés dessus. Après ça dépend, je sais pas si on peut faire tous les métiers en fille. Par exemple, on peut faire médecin, et pour les filles ce sera médecin. Ce sera genre on peut faire le même métier que les garçons. Avec pas vraiment de distinction, le métier c'est mixte. Enfin, un métier, on peut pas dire qu'un métier appartient à une femme, un métier appartient à un homme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas non plus. Ah d'accord. Parce que les filles et les garçons, ça a les mêmes métiers. Comme toi, t'es entrepreneuse et papa aussi. Ah oui, t'as raison. Comme là, des pompières, des pompiers, des policières, des pompiers. Enfin, des policiers. Enfin, tu m'as... Un grand merci à tous les enfants qui se sont prêtés au jeu de ce rendez-vous capsule. Et on passe maintenant à notre table ronde numéro 2 sur le terme d'oser. Alors je voulais vous citer une citation de l'abbé Pierre: le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Eh bien eux, ils ont osé. Alors il s'appelle Nadia. Elle a osé finalement le dépassement de soi, judokate de haut niveau et maintenant coach de judoka de haut niveau. Gwen et Rémi, yogamatique, alors eux, ils ont osé non seulement changer du jour au lendemain d'activité, mais également oser l'aventure en couple. Et puis Grégory, alors lui, Grégory, il est directeur général des Premières et lui, il a osé être directeur général d'un incubateur de réseau d'entrepreneuriat féminin. Et il accompagne des femmes qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat. Oser, ça te parle, toi, Cécile? Oser, un vrai sujet, effectivement. Moi, j'étais en interview il y a quelques jours à France Bleu, justement sur le thème effectivement de ce 8 mars. Et pour moi, oser, c'est la première des choses. Nous, en tant que femmes, en fait, on se met toute seule finalement des barrières aussi sur oser, donc oser créer, oser mener sa vie comme on l'entend. Oser prendre la parole aussi. Oser prendre la parole, tout à fait. Oser prendre la parole en public, quelque chose qu'on a du mal à faire. Oser se sentir légitime aussi, ça c'est un vrai sujet. Oui. Et donc quand j'étais à la radio, je disais justement que oser, c'était aussi, on pouvait oser si à un moment donné on avait dans la société, que la société pouvait aussi prendre en compte en fait cette charge mentale que l'on a en tant que femme, et si dans le foyer on pouvait essayer de faire un peu d'égalité sur les tâches du foyer, etc. Déjà on pourrait se libérer un peu d'esprit. Je pense qu'on oserait un peu plus. Tout à fait. Alors notre première intervenante de cette table ronde sur la thématique d'oser, c'est Nadia, qui est une ancienne athlète judoka de haut niveau, ancienne membre de l'équipe de France et qui est aujourd'hui coach de judokate, championne du monde également. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter un petit peu votre parcours, ou j'ai envie de dire même vos différents parcours finalement? Déjà, merci infiniment de m'avoir invitée et de m'accorder cet intérêt. Alors effectivement, j'ai un parcours un petit peu atypique. Je suis effectivement une ancienne athlète de haut niveau où j'ai fait du judo et j'ai en parallèle fait quelques études.
Et donc mon chemin de vie a fait que j'ai eu beaucoup de blessures au niveau de mon sport, qui m'a poussée en fait dans mes retranchements pour réfléchir à un autre mode d'utilisation de mes skills, de mes apprentissages pour essayer de faire avancer les choses. En gros, dans l'idée, mon envie, c'était de rentrer dans le système pour faire changer le système, notamment au niveau du traitement des sportifs de haut niveau et plus particulièrement des sportives de haut niveau, parce que jusqu'à ce jour, le mode d'entraînement était plus un mode unisexe, alors que en réalité, le sport féminin a ses spécificités, soit physiologiquement comme d'un point de vue de la place de la femme dans la société, parce que je n'ai pas de problème à dire que clairement on évolue dans une société patriarcale et qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir une journée du 8 mars pour essayer de faire avancer les droits des femmes. Donc c'est terrible, mais c'est comme ça. Et donc dans ce cadre-là, j'ai petit à petit quitté du statut d'athlète de haut niveau au statut de personne qui rentre dans l'encadrement. Et j'ai commencé à essayer de créer un espèce de cercle vertueux autour des athlètes, de manière à ce qu'elles puissent être aussi performantes d'un point de vue physique que d'un point de vue, on va dire, statut social en termes de reconversion, de formation, etc. Et même au niveau du suivi médical et autres. Comment décide-t-on un jour de devenir sportif de haut niveau et comment s'opère la bascule vers le monde professionnel? Comment est-ce qu'on décide d'être sportif de haut niveau? C'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse par rapport à ça, parce que en vérité, c'est peut-être une question de force de caractère ou d'appétence au côté compétitif. Là, c'est sincèrement, je pense pas qu'il y ait une réelle réponse à ça. En tout cas, moi, j'ai toujours été compétitrice, même à la maison avec mes frères et sœurs. C'est comme ça. Et puis après, comment la bascule se fait? Elle se fait, c'est pareil par rapport, je pense, à ses choix de vie, à ses projets. Moi, clairement, la bascule, ça s'est fait tout simplement parce que j'avais envie à ce que les problèmes que j'ai vécus ne se reproduisent pas et n'impactent pas les générations futures. Clairement, c'était ma motivation. Alors, on sait que pour devenir sportif de haut niveau, sportif professionnel, il faut faire des sacrifices. Est-ce que vous avez, eu l'impression de faire beaucoup de sacrifices et peut-être de passer à côté d'une partie de votre vie? Alors, c'est tout à fait ça. C'est clairement, vous l'avez très très bien résumé. Effectivement, c'est beaucoup de sacrifices. Moi, typiquement, comme j'étais jeune, j'ai pas trop connu les booms ou les sorties en boîte. Étudiante, je connaissais pas je ne sais pas ce que c'est qu'une soirée étudiante à vrai dire, parce que effectivement je faisais mes études, en parallèle je m'entraînais et en plus de ça, par exemple le judo, c'est pas un sport professionnel, c'est-à-dire qu'en fait on peut pas en vivre, on n'a pas de rentrée financière qui nous permette de subvenir à nos besoins, donc en plus de ça je devais faire des boulots étudiants pour pouvoir justement payer les factures, donc oui, beaucoup de sacrifices et encore aujourd'hui en fait on continue à faire beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui je suis manager de l'équipe de Clarissa Agbenienou qui est l'athlète la plus titrée du judo français et elle est numéro 1 mondiale dans sa catégorie de poids et je peux vous dire que des sacrifices elle en fait énormément et moi aussi en tant que manager parce que on est obligé en fait de se coordonner, de trouver des systèmes de manière à ce que elle puisse avoir sa place dans la société sans vraiment se battre en fait. Et pour se battre, on est obligé de faire des concessions, que ce soit dans notre vie privée, dans notre vie de femme, dans notre vie professionnelle, dans tout en fait. Donc oui, clairement, c'est ça, c'est les concessions. Et est-ce que vous avez été soutenu par votre entourage dans vos choix professionnels? C'est une excellente question ça. En théorie, je devrais vous dire oui. Mais il y a un mais. Mais en fait, au départ, quand j'ai pris la décision en fait de m'engager dans cette idée de devenir manager de sportifs de haut niveau, tout le monde m'a pris pour une folle.
en me disant mais qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, le sport ça rapporte pas, en plus tu te rends compte, tu t'engages dans du sport féminin, tu t'engages dans du sport comme le judo, mais comment ça, machin, et en fait tout le monde était dans un esprit négatif, dans un esprit vraiment c'est pas possible, en gros faut être un homme pour pouvoir prendre la parole et avoir sa place en public, pour pouvoir convaincre des partenaires pour être sponsor, etc. Et à force d'avoir tous ces côtés négatifs, à un moment donné, j'ai dit ok, pas de problème, c'est bon les gars, j'ai compris, on arrête tout, c'est bon, j'abandonne l'idée. Et j'ai continué en fait un petit peu mon petit chemin en sous-marin. Et c'est marrant parce que l'anecdote que j'ai à vous raconter, c'est qu'un jour mon père a essayé de m'appeler, je répondais pas, et quand ça s'inquiétait, à un moment donné, je le rappelle et je dis écoute papa, je peux pas te répondre, je suis en tournage. C'était en tournage de quoi? Je comprends pas. Je suis avec une équipe de TF1, on est en train de tourner à 20h le mail. Mais comment ça? Je comprends pas. Tu te souviens des trucs là que vous m'aviez dit, si j'y arriverai pas, bah en fait, avant voilà. Et en fait, du coup maintenant, j'ai su montrer que finalement, en tant que femme, on a pleinement notre place, même si aujourd'hui on est obligé de se battre encore continuellement à pouvoir en fait prouver notre légitimité. Mais on y arrive, step by step. Est-ce que le fait d'être sportif de haut niveau, c'est compatible avec une vie de famille? Est-ce que c'est compatible avec une vie de famille? Oui, clairement. Beaucoup pensent que clairement le débat en fait actuel, c'est concrètement si tu es une femme athlète, tu peux pas être maman. Et pour je ne sais quelle raison. Et à vrai dire, je pense qu'il y a surtout beaucoup d'hommes qui donnent cet argument. Sauf que heureusement, il y a beaucoup de femmes qui ont démontré tout le contraire. Une femme comme Serena Williams a eu un bébé malgré sa grossesse très très difficile. Elle est revenue dans les tops mondiales. Alison Felix, il me semble qu'elle a fait ça. Enfin, il y a énormément de femmes qui ont démontré que clairement, en fait, tout est une question de volonté. Même au niveau de la société tout court, en fait, je me souviens de Rachida Dati qui a eu un bébé et 10 jours plus tard, elle est revenue au front et tout le monde était là, Missy, machin. Mais en quoi c'est une amie? Attendez, je comprends pas. Donc, je pense que oui, c'est compatible. Il faut juste qu'en fait, dans l'esprit de la société, les choses évoluent tout simplement. Et pensez-vous qu'il est plus difficile d'être une femme de haut niveau en sport qu'un homme? Eh ben, je peux vous dire que oui. Clairement, oui. Et là, c'est pareil. Pour attirer l'intérêt des gens, en fait, on est obligé de jouer un petit peu de petites astuces. Typiquement, aujourd'hui, tous les médias veulent avoir Clarissa Agbenienou. Tout le monde veut écouter, veut l'avoir partout. Sauf que au départ, quand j'y arrivais, que j'indiquais, Clarissa Agbenienou, c'est une femme fantastique, elle a plein de choses à raconter, il faut l'écouter. On me disait, alors déjà j'arrive, Nadia Benadeloued, en ancienne Clarissa Agbenienou, on fait attendez, il y a trop de lettres, j'ai pas tout compris. Et on a 2 ans à coucher dehors. Mais en même temps, c'est notre force. Et à un moment donné, je me suis dit, mais les gars, vous êtes fous, parce que Clarissa Agbenienou, c'est la Teddy Riner au féminin, et là, d'un coup, toi, t'as dit quoi? J'ai pas, d'un coup, là, l'intérêt a commencé à être plus grand, et donc, j'ai compris que c'était la petite porte d'entrée. Maintenant que on s'est installé, qu'on est devenu légitime, on se tue à retirer cette étiquette. Et donc voilà, mais oui, en tant que femme, c'est compliqué. Il y a aussi plein de sujets tabous qui sont difficiles à aborder, comme les sujets autour de la poitrine, autour des menstruations, et autour des spécificités d'entraînement pour les femmes, au niveau des sponsors aussi. Il y a trop en fait d'a priori dans l'esprit des gens, et en fait on se tue à casser cet a priori parce que beaucoup pensent que le sport féminin c'est moins esthétique, c'est moins percutant, alors que les filles dans le judo, c'est les meilleures mondiales, les hommes on les voit pas. L'équipe de foot féminine a fait une belle démonstration pendant la Coupe du Monde. Les filles au hand, elles ont fait des prestations exceptionnelles. En fait, il y a des femmes exceptionnelles. Le problème, c'est que aujourd'hui, alors je veux pas non plus
frapper les médias injustement, mais je trouve que la place des femmes n'ont pas assez de lumière d'un point de vue médiatique et le côté rôle modèle n'est pas assez mis en avant. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup restent perplexes et dubitatifs sur cette idée d'avoir une femme sportive de haut niveau et d'avoir toute sa légitimité comme n'importe quel homme, en fait. Alors le judo, c'est un sport de combat, hein, comme vous le soulignez. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez ressenti que c'était justement plus compliqué en tant que femme de pratiquer un sport de combat? Vous parliez par exemple de la poitrine. Enfin voilà, est-ce que le fait d'être une femme, c'est plus compliqué? Alors c'est une excellente question. Et moi au début, je me sentais très mal à l'aise ce côté sport de combat, sport de contact plus exactement. Et c'est rigolo parce que c'est mon papa qui est féministe, plus féministe que les féministes, très compliqué à gérer, qui m'a expliqué que en fait sur un tatami, donc sur le tapis où on fait du judo, il y a que des judokas, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, que j'ai pas à me sentir mal à l'aise parce que il y a un homme qui commence à me porter la main à la cuisse pour me faire retourner ou qu'il y ait la main au niveau de la poitrine ou quoi. Et à un moment donné, j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais oui, il a raison, en fait. En réalité, il n'y a pas de côté un peu féminin dans le terme judoka. Beaucoup utilisent l'abus de langage en disant des judokas, mais en vérité, on parle de judoka, soit homme ou femme. Et effectivement, aujourd'hui, quand on est à très haut niveau, il n'y a pas de complexe quand on est une femme. Maintenant, faut essayer de voir un petit peu comment ça se passe au niveau des clubs, mais je pense pas. En tout cas, dans les enfants, il n'y a pas ils n'ont aucun problème par rapport à ça. Et la seule problématique dans un sport de combat comme le judo, c'est que la population qui pourrait se sentir un peu mal à l'aise, c'est quand on arrive dans la période ado, et c'est là où il y a une perdition en fait de licenciés. Donc, je sais pas, il faut voir. Et vous avez accompagné et vous accompagnez Clarisse et Myriam, 2 femmes championnes du monde, dans leurs activités sportives et autres. Pensez-vous que le fait d'être une femme est un atout, ou est-ce que le fait d'avoir également été sportive de haut niveau en est un autre aussi? Eh bien, je pense que les deux sont des atouts, parce que tout simplement, en tant que femme, on est beaucoup plus combative. Et clairement, j'ai envie de vous dire que si c'est nous qui portons la vie, c'est pas pour rien, parce que on a une certaine force de caractère, une force de la nature qui nous pousse en fait au combat naturellement. Et le fait d'être sportive de haut niveau, ça nous pousse en fait, le côté sport de haut niveau nous a entraînés tous les jours à développer un certain nombre de, j'allais dire de skills, j'arrive pas à trouver le mot en français. De compétences. Un certain nombre de compétences, exactement, qui font que en fait, ça ne s'apprend pas sur les bancs de l'école. Et c'est ce que j'explique en fait au quotidien, c'est que concrètement, tous les jours, on s'entraîne, on répète toujours les mêmes mouvements, on fait toujours des entraînements très intensifs. C'est pas parce qu'en fait on est des poissons rouges et qu'on oublie les mouvements ou qu'on oublie la tactique. C'est plus on s'entraîne, plus on s'entraîne intensivement et plus en fait on est entraîné à gérer le côté aléatoire en fait, l'inattendu. Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus difficile dans la vie, gérer l'inconnu en fait. Et c'est ce paramètre-là, plus on est préparé à gérer l'inconnu sur l'instant T et le plus rapidement possible, et plus en fait on a la compétence de pouvoir s'en sortir, parce que mine de rien, l'entrepreneuriat c'est aussi un monde de compétition d'une manière ou d'une autre, et ce qui fait aussi aujourd'hui que au fur et à mesure qu'on avance, il y a des femmes qui commencent à monter en fait à la surface, parce que il y a un côté warrior en fait. Alors Nadia, vous avez osé à plein de niveaux, donc oser faire un sport de combat, oser devenir championne de haut niveau et du coup oser le dépassement de soi, hein, parce qu'on est vraiment dans le dépassement de soi, oser devenir entrepreneur, vous le disiez, coacher. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes qui nous regardent pour qu'ils osent également à leur tour et qu'ils fassent peut-être le sport qu'ils aiment ou le métier qu'ils aiment plus tard? Tout simplement de se lancer, de pas se mettre de plafond de verre, parce que la société déjà en met beaucoup et qu'il faut pas se brider personnellement. Beaucoup d'entre nous avons tendance à nous brider, et c'est ce qui fait que derrière on est doublement bloqué. Il faut en fait
oser, rêver, se lancer et au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? On tombe et puis on se relève. C'est comme quand on apprend à marcher, on tombe et puis on se relève et puis on tombe et puis on se relève et au final on apprend à courir, à faire du sprint, etc. Et il faut y aller en fait. Je pense que moi ce que je répète souvent, c'est le plus grave, c'est pas d'échouer. Le plus grave, c'est de ne pas essayer. Qui était notre citation aussi aujourd'hui. Et puis j'ai envie de dire aussi, comme le dit Catherine Testa dans son livre L'optimisme, et au pire, ça marche. Et au pire, ça marche, exactement. Alors c'est marrant parce que moi je le dis dans un autre sens, je dis au pire il se passe quoi? On reste au même point. Ouais. Dans le meilleur des cas, on y arrive. Et au pire des cas, le plus pourri qu'il puisse y avoir, c'est que on est au même stade. Si on n'ose pas, on n'avancera pas. Je suis complètement d'accord. Merci beaucoup, Nadia. Merci, Nadia. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Et puis, on va continuer finalement sur le sport ensuite avec Gwen et Rémi qui ont tous les deux lancé un studio de yoga et avec un site de yoga en ligne. Merci, Nadia. Merci, Nadia. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonsoir, Gwen et Rémi. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être présents. Alors, donc, vous êtes les fondateurs de Yogamatic. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et puis nous présenter votre parcours, qui vous êtes? Ok, c'est parti. Alors, je m'appelle Gwen, j'ai 37 ans. J'étais auparavant chargée de communication dans l'événementiel. Je me suis reconvertie il y a 5 ans maintenant pour devenir prof de yoga. Et j'ai créé du coup Yogamatic en 2017, donc un studio de yoga à Orléans, en centre-ville. Et j'ai été rejointe par Rémi l'année dernière pour donner des cours au studio. Et puis nous avons entre-temps créé tous les deux Flow Life, qui est une plateforme de yoga en ligne, et un blog également où on partage tout un tas de choses. Donc voilà, je vous ai fait une grosse synthèse. Et alors donc vous avez la thématique de cette table ronde, c'est oser. Et donc un jour vous avez osé changer de métier pour vous orienter vers une filière bien-être et complètement différente de ce que vous faisiez avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez eu ce déclic d'oser? Pour moi, ça a été très naturellement. En fait, ça s'est fait un peu tout seul. J'ai été un peu guidé de métier en métier. J'en ai fait pas mal. J'ai été libraire, j'ai été chef de cuisine. Je me suis vraiment beaucoup amusé à aller d'un secteur à l'autre, à vraiment apprendre d'un métier à l'autre. Et puis, il y avait à côté de ça une passion grandissante pour la santé, pour la nutrition, surtout à la base. Et puis, la passion a commencé à prendre de plus en plus de place et à devenir de manière assez légitime un métier quand je me suis formé justement en Grande-Bretagne en tant que nutrition advisor. Et du coup, ça m'a permis d'être au contact du public en tant que professionnel ce coup-ci, et pas juste en tant que blogueur ou en tant que que créateur de contenu. Et puis le yoga arrivait après de manière aussi naturelle. Et puis le yoga à Yogamatic est arrivé de manière aussi naturelle, puis après avec Flow Life. Et pourquoi avoir décidé de vous associer? En fait, on n'a rien décidé. Ça s'est fait, encore une fois, alors c'est un mot qui va revenir, je pense, très souvent pendant cette table ronde, c'est naturellement. En fait, tout s'est fait d'une façon assez logique sans qu'on y réfléchisse plus que ça. On avait beaucoup de points communs et de choses qu'on avait envie de partager avec les gens, et surtout la même vision des choses, ce qui facilite grandement une association. Et du coup, on s'est pas vraiment beaucoup posé la question. On s'est juste dit que ce serait sans doute chouette de collaborer tous les deux et de créer du coup un projet à deux. Donc oui, c'est sans beaucoup de réflexion, mais c'est surtout avec beaucoup d'envie. C'est déjà pas mal d'avoir l'envie. Et vous êtes un couple dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que vous réussissez à concilier vie perso et vie pro à deux, sans que l'un n'empiète sur l'autre? C'est une question.
on est fan de l'organisation, on est assez carrés tous les deux à ce niveau-là et on aime beaucoup utiliser des outils pour s'organiser, pour gérer, structurer déjà notre travail, mais même aussi notre vie perso et tout ce qu'on a envie de faire. Donc ça a été assez simple pour nous de savoir facilement délimiter des zones, même si en fin de compte on s'aperçoit que on aime tellement ce qu'on fait que même dans notre vie perso, on va inclure des fois du pro ou en parler beaucoup. Donc on arrive quand même à avoir des temps vraiment délimités pour le perso pur, pour vraiment se relâcher et ne pas chercher une quelconque productivité. Mais c'est vrai que les deux sont assez intriqués, quoi. Et vous avez quelques noms d'outils à nous donner là, si vous disiez, Rémi, que vous utilisiez pas mal d'outils dans votre vie perso et pro, vous avez, si vous deviez en citer un ou deux pour tous nos téléspectateurs. Alors nous, on a commencé notamment avec Trello et puis là, on est passé à la version du dessus avec Notion. Alors pour ceux qui sont pas du tout familiers avec ce type d'application, sont des outils qui aident vraiment pour l'organisation d'entreprises et nous qui nous ont énormément aidés pour justement se créer un planning qui soit commun, dans lequel on puisse avoir la vision sur ce que l'autre a à faire, sur ce que l'autre est en train de faire, sur toutes les tâches qu'on a à venir, enfin pour vraiment se donner un maximum de lest par rapport à la charge mentale, parce que ça peut vraiment devenir très vite la cata, parce que on a trop de choses à penser, on a trop de projets en cours et du coup on finit par enfin moi personnellement je me fige, ça c'est ma spécialité, de me paralyser parce que devant l'ampleur de la tâche je me dis c'est pas possible, j'y arriverai pas. Rémi lui fonce, donc on est sur deux approches différentes. Mais foncer dans un mur, c'est pas forcément mieux non plus. Donc, justement, quelle est votre valeur ajoutée à chacun en tant qu'homme et en tant que femme au niveau de votre entreprise? Bon, la mienne, elle a été dévoilée. Hein, je pense. Foncez. Moi, c'est foncer. Gwen, c'est justement prendre du recul, énormément de recul et essayer d'associer un maximum de possibilités, essayer de vraiment voir tous les chemins possibles. Donc du coup, à la fois, elle m'aide à pas trop foncer pour pas manquer une opportunité. Et puis moi, je l'aide à pas non plus rester trop statique, à juste regarder quels sont les choix, mais aussi à vraiment essayer de commencer à arpenter un chemin, quoi, quel qu'il soit. Donc c'est marrant, on s'équilibre et on s'évite nos défauts personnels, en fait. Ouais. Et comment vous vous êtes répartis les rôles au sein de votre entreprise? Est-ce que vous avez des tâches typiquement sexuées? Pas du tout sexuées. Non, c'est réparti les tâches plutôt par rapport à l'affinité de chacun avec la tâche en question. Alors évidemment, il y a des tâches qu'on a peut-être tous les deux un peu plus de mal à faire et qu'on s'oblige parfois à faire parce qu'il faut bien les faire. Mais en règle générale, on est vraiment animé par ce qui nous plaît. Donc, Rémi va être beaucoup dans la création de contenu, l'écriture, tout ce qui a trait au site internet aussi, création de sites, création de supports. Et moi, je vais être plus sur l'aspect organisation, création de visuels, tout ce qui est tout l'aspect un petit peu esthétique, la relecture, enfin des trucs assez qui me ressemblent en fait. Donc on est Rémi va être plus dans la bidouille, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure, et moi je vais être plus dans le backup, relecture et check. Tu cadenasses un petit peu tout ce qu'on fait. Un coup qu'elle a donné le coup de tampon, je sais que c'est hyper bon. On se posait la question avec Cécile, qui est-ce qui fait le ménage dans le studio? C'est celui qui part en dernier. C'est pas mal, ça. C'est pas défini, c'est bien. C'est pas mal. Je me donne des cours que le matin. Alors, vous parliez tout à l'heure de Flow Life, donc votre plateforme de yoga en ligne. C'est important pour vous d'allier à la fois le côté physique avec votre studio et le côté digital?
Mais en fait, on a très rapidement eu des élèves qui venaient de toute la France en fait et qu'on a vraiment adoré retrouver en cours via justement Flowlife et notre plateforme digitale. En fait, de pouvoir s'adresser non plus à l'échelle d'une ville, mais à l'échelle des francophones, ça a été vraiment génial parce que ça a permis des rencontres qui n'auraient pas pu se faire autrement. Et nous, ça nous plaît énormément. C'est devenu de toute manière une nécessité. Hein, oui. Avec les conditions actuelles, d'autant plus. Exactement, ça surprendra personne. Mais ça a été aussi ça n'a pas été un choix par défaut. Ça a vraiment été un vrai choix, quelque chose qui nous a vraiment plu, qu'on a de toute manière débuté bien avant que tout ça n'arrive. C'est juste que ça nous a amené à répartir notre charge de travail, on va dire, quasi exclusivement sur la plateforme. Vous avez d'ailleurs une grosse communauté également sur les réseaux sociaux. Hein. Vous êtes très suivis. Très suivi, c'est relatif, mais en tout cas, on est très heureux de pouvoir justement profiter des réseaux sociaux pour rentrer vraiment en contact avec les gens qui nous suivent et avec la communauté. On s'en est beaucoup aperçu quand on a organisé notre première retraite en ligne, c'est que autour de ce qu'on a fait à la base nous deux, qui est Flowlife, il s'est créé une sorte de petite tribu dont au final maintenant on n'est que 2 membres parmi tous les autres membres, et ça c'est vraiment hyper chouette. Et les réseaux sociaux nous aident vraiment à conserver et à affiner un petit peu le contact, à vraiment connaître les gens qui viennent à nos cours et qui on va dire ont accès à notre bibliothèque de cours en ligne. On est très attaché à la qualité plutôt que la quantité, donc on est heureux de pouvoir connaître les gens à qui on s'adresse et que ça soit pas juste quelqu'un. C'est pas des clients, quoi. Voilà, quelqu'un parmi une foule d'autres personnes, mais que cette personne soit vraiment prise en considération autant que toutes les autres. Donc, c'est vraiment l'aspect communautaire qu'on recherche et c'est quelque chose qu'on avait assez naturellement, encore une fois, avec le studio de yoga physique. Et qu'on essaye comme on peut, de transférer en ligne. Et on a été les premiers surpris du fait que finalement ça fonctionne et qu'on peut aussi recréer du lien entre les gens en ligne. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'on peut aussi créer du lien avec des gens qui sont un peu partout et qui n'auraient jamais eu l'opportunité de se rencontrer autrement. Donc, c'est une façon de transformer notre activité qui finalement n'est pas un faute de mieux, mais qui devient vraiment quelque chose de intentionnel. Ouais, voilà. C'est beau. Super. Ça. Super. Si vous deviez nous laisser un message justement sur Oser, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir? Je me lance sur quelque chose de très cliché, mais c'est plus vérifié par moi-même. Au final, je crois que le mieux et ce qui nous garantit le plus de résultats, même si ça vient pas tout de suite, c'est vraiment d'aller vers ce qui on est nous et d'essayer de mettre au milieu et à disposition quand on met un projet en place une partie de nous et de notre filtre pour vraiment comprendre les choses qui se passent et notre vision de la réalité en fait. C'est-à-dire, on est tous les deux très proches des gens, on a tous les deux une approche vraiment profonde des interactions entre les personnes. On l'a mis au centre et en fait c'est ça qui crée quelque part, je pense, la dynamique qu'on a aujourd'hui. Donc ce qui nous fait avancer plus vite, c'est pas ce qui se fait, c'est ce qu'on a vraiment aimé sortir de nous pour le mettre dans notre projet. Donc mettre une partie de soi au cœur du projet, je vous l'ai dit, ce serait cliché traîné. Mais pour moi, en fait, c'est ce qui a fait que les choses se sont alignées. Là, après, je pense qu'on parle de choses un petit peu plus éthériques ou un peu plus subjectives, mais effectivement, quand ça doit se faire, ça se fait. Et pour moi, le meilleur moyen de solliciter ça, en fait, de le faire venir, de l'attirer, c'est en fait d'être extrêmement fidèle à qui on est, ce qu'on aime faire. Donc, quand on s'aligne avec le projet, pour moi, ça finit forcément par arriver. Oser être qui on est, en fait. Exactement, ouais. Et à vraiment le faire, quoi. Il faut, je pense, de toute manière respecter des normes, en fait. Les choses fonctionnent des fois d'une certaine manière, mais il faut réussir à contrebalancer avec ce qu'on aime faire, qui on est et comment on aime faire les choses. Et on s'est souvent rendu compte que si jamais on déviait un petit peu de cette ligne,
ben il y avait toujours quelque chose qui allait ça plantait, ça freinait quoi. oui, qui allait nous faire comprendre que non, c'était pas la bonne direction, que la bonne direction en fait c'est juste celle qu'on a nous à l'intérieur. Alors là encore c'est très cliché, mais et puis je pense aussi, en tout cas moi quand je me suis réorientée vers le yoga, c'était surtout une quête de sens qui m'animait et c'était retrouver du sens dans ce qu'on fait. Et je pense que ça aussi, c'est hyper important dans le fait d'oser, c'est trouver le sens pour pouvoir y aller, quoi. Super, hein, c'est une belle conclusion. Clairement. Et donc, on vous retrouve où et comment, si on est intéressé? Alors, sur flowlife.fr, flow avec le petit tiré du 6, life.fr. Sur les réseaux, Flowlife également. Et puis, notre plateforme est directement accessible depuis notre site internet. Donc, le meilleur moyen, c'est d'y aller et d'aller voir un petit peu toutes les manières qu'on a de rentrer en contact avec nous. Et puis voilà, on peut se retrouver sur un tapis de yoga prochainement, quoi. Ouais, avec grand plaisir. Et sachant que vous avez chacun aussi votre compte Instagram, donc on peut vous suivre séparément ou ensemble, avec chacun vos spécialités. C'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Rémi, merci Gwen. À vous. Et bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Eh bien, merci beaucoup Gwen et Rémi, c'était passionnant. Et puis encore un grand merci à vous pour les rendez-vous bien-être, puisque pour ceux qui étaient présents aujourd'hui, eh bien c'est Gwen et Rémi qui ont animé tous les rendez-vous bien-être, donc yoga, méditation et nutrition. Nous allons accueillir maintenant Grégory Fournier, qui est délégué général des premières. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Alors Grégory, enchanté. Pouvez-vous nous présenter votre parcours, nous dire qui vous êtes? Oui, alors donc moi je suis Grégory Fournier, je suis le délégué général de la Fédération Les Premières. Voilà, donc je suis à la fédération depuis à peu près 1 an et demi. Moi, j'ai un parcours en fin de compte où j'ai beaucoup travaillé sur le marketing sportif. Je suis arrivé dans le milieu associatif il y a 6 ou 7 ans où j'ai travaillé en tant que délégué général de la Jeune Chambre économique française. Et donc voilà, maintenant le milieu associatif me parle beaucoup et où j'ai rejoint Les Premières depuis 2 ans. Et pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le réseau Les Premières? Alors, le réseau Les Premières, en fait, c'est un réseau qui est un incubateur d'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est un incubateur qui a vocation à accompagner, former, coacher des femmes et des équipes mixtes à l'entrepreneuriat, à leur permettre, voilà, de créer des entreprises avec une dimension innovante et créer de l'emploi sur les territoires. Alors, pourquoi avoir choisi de faire des formations dédiées uniquement aux femmes et pas des formations mixtes pour des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs? Alors, pourquoi? C'est parce qu'en fin de compte, on s'est aperçu que les femmes avaient justement certaines difficultés au niveau de la société pour pouvoir les accompagner à la création d'entreprises. On avait vu qu'il y avait certaines problématiques qui étaient liées par rapport à ça. Donc, on a décidé d'œuvrer en ce sens, justement pour travailler sur une meilleure égalité femmes-hommes, pour justement pouvoir donner un maximum de possibilités, de libérer des freins, de pouvoir aussi donner les bons conseils aussi aux femmes à travers un accompagnement spécifique et qui répond surtout à la problématique qu'on peut avoir aussi pour les femmes quand elles veulent créer. En fait, on s'est aperçu que c'est pas tout à fait la même dynamique. C'est vrai que nous, c'est ce qu'on s'est aperçu aussi au niveau de Voyelles. On a du marrainage, donc depuis la création de Voyelles depuis 10 ans, on accompagne des créatrices d'entreprises, donc avec des parrains ou des marraines, mais des marraines en l'occurrence, puisqu'il y avait une forte demande de femmes créatrices qui disaient que finalement, en étant face à des hommes, et puis en général sur des hommes retraités en plus, ils n'avaient pas la vision entière de qui elles étaient et de leur rôle aussi de maman à côté. Donc c'est vrai qu'on s'est aperçu nous aussi que c'était quelque chose qui était vraiment important. Et comment expliquez-vous que les femmes créent beaucoup moins que les hommes et surtout que dans la tech, il y ait beaucoup moins de femmes? Alors, c'est des chiffres qui ont tendance justement à nettement s'améliorer pour le coup. Et c'est vrai que voilà, on est parti de loin sur cette notion d'entrepreneuriat. Alors, on l'explique de plusieurs manières. On l'explique déjà avec des freins sociétaux, avec justement le manque aussi d'informations pour les femmes, grande difficulté aussi pour les femmes de pouvoir entreprendre avec des freins voilà qui étaient liés à des problèmes de genre, à des problèmes de société parce qu'en termes d'image, aujourd'hui bon ça est en train de beaucoup changer. Au niveau de la tech, je pense qu'en fin de compte, alors ça change aussi, mais c'est lié aussi quelque part
à l'appartenance, à l'appétence au départ, où il y a plusieurs dizaines d'années, en fin de compte, les femmes étaient peut-être moins concernées par ce sujet-là. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, elles sont concernées, elles ont envie, et on voit apparaître de plus en plus de beaux projets justement dans la tech. Et je pense que voilà, ça s'explique parce qu'il y avait pas assez de femmes sur ce secteur-là, mais aujourd'hui, les choses s'inversent et c'est une chose de très positive pour la société pour le coup. Alors le thème de notre table ronde, c'est oser. Comment peut-on encourager les femmes à oser se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Alors justement, le terme oser. Oser entreprendre, voilà ce qu'on va conseiller, c'est oser entreprendre, oser croire au potentiel économique des femmes qui est extraordinaire. Hein, les chiffres le disent aussi. Une entreprise créée par une femme a plus de chances en fait de réussir au bout de 3 à 5 ans que celle des hommes. Elle est beaucoup plus rentable aussi. Donc voilà, on va pousser justement les femmes à oser entreprendre. J'insiste beaucoup parce que c'est ce qu'on essaie de mettre en place nous aussi au niveau des premières, en leur donnant les conseils et surtout en leur démontrant la capacité de pouvoir le faire en fait, et qu'il y a un vrai intérêt pour le coup pour elles, mais pour la société aussi au sens large, d'avoir plus de femmes qui soient chefs d'entreprise. Vous êtes répartis sur tout le territoire français. On nous glisse à l'oreillette que peut-être prochainement un incubateur aussi verra le jour en région centre. Donc, que vous nous expliquez comment ça se présente? Est-ce que chaque incubateur est indépendant? Est-ce que vous travaillez de façon concomitante les uns les autres? Oui, alors aujourd'hui, on regroupe 10 incubateurs, que ce soit 6 dans le territoire métropolitain. On est présent aussi en Guyane, en Guadeloupe, on est présent au Luxembourg, on est présent au Congo. Et on a de belles perspectives effectivement de développement en Bretagne et en région centre Val-de-Loire, voilà, qui est une région qui me tient aussi particulièrement à cœur. Donc ce sont des incubateurs qui sont autonomes, qui œuvrent et qui sont rattachés à la fédération par une charte d'adhésion qui nous permet justement de travailler ensemble et d'unir, d'avoir tout un réseau qui va s'unir autour des thématiques et des programmes d'accompagnement qu'on va avoir. Et cette gestion-là, cette gestion régionale aussi, elle est importante parce qu'en fin de compte, elle permet aussi d'être plus proche des acteurs du territoire, d'être plus proche aussi des autres associations qui existent et qui œuvrent déjà sur des sujets un petit peu similaires, que ça soit du réseautage, de l'accompagnement, voilà. Donc ça permet de pouvoir travailler ensemble. Et donc on a cet objectif de créer en région Centre Val-de-Loire très prochainement, d'ici fin 2021 maximum. Et pourquoi, en tant qu'homme, avoir choisi de soutenir cette cause et d'être DG du réseau Les Premières? Alors, je me suis pas posé la question comme ça parce que moi, ça me paraissait en fait juste une évidence. Pour la petite histoire, il y a 10 ans, j'ai créé une entreprise, un restaurant sur Paris. On était 4 associés. Et sur les 4 associés, en fait, il y avait 3 femmes. Et pour moi, à l'époque, ça me paraissait juste normal. Et quand je suis arrivé aux premières, c'est vrai qu'on m'a dit, c'est là où je me suis aperçu que c'était pas si normal que ça, qu'à l'époque, je devais être avant-gardiste. Et alors, pourquoi rejoindre? Parce que, en fait, ça a du sens. Ça a du sens de travailler sur un sujet d'égalité femmes-hommes. En fait, ça devrait même pas exister quelque part. Tellement ça devrait être logique. Mais on s'aperçoit aujourd'hui quand même que c'est nécessaire. Et donner du sens dans une carrière professionnelle, moi, ça me va bien. Donc, j'ai aidé les jeunes à devenir des leaders citoyens. J'aide aussi, à mon niveau, les femmes à créer de plus d'entreprises. Finalement, parce que c'est un peu comme pour Voyelle. Nous, on dit toujours qu'on espère un jour que l'association Voyelle n'ait plus vocation à exister. Est-ce que c'est un petit peu pareil finalement pour les premières? Est-ce que vous dites que un jour vous aimeriez que finalement le réseau n'ait plus à exister? Je pense que le réseau mérite à exister parce que de toute façon, ça le permet quand même de créer des esprits de promotion, ça quand même de rassembler les femmes, de pouvoir leur permettre aussi de parler entre elles. Donc, on a vocation à exister, en fait. On ne devrait pas, par contre, avoir vocation à lutter pour que ça soit normal. Oui. C'est la grande différence. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas apprendre une femme à se sortir de préjugés. Ça ne devrait pas exister. Par contre, apprendre à pitcher, le savoir-être, les soft skills, comment parler à son banquier, oui, ça, c'est hyper important. Maintenant, voilà, on ne devrait plus avoir ces plafonds de verre, on ne devrait plus avoir ces préjugés, on ne devrait plus devoir négocier des salaires entre les hommes et les femmes. Voilà, ça, c'est sûr. Et justement, les femmes que vous accompagnez, est-ce qu'elles vous parlent beaucoup de ces freins qu'elles rencontrent justement, notamment par exemple auprès des banquiers, quand elles font des levées de fonds, etc. Est-ce qu'il y a des freins qui reviennent régulièrement, des plafonds de verre qui vous sont régulièrement évoqués?
Oui, bah c'est aussi un peu le sens des premières et l'intérêt, c'est que effectivement, on a aussi l'expérience de ça et on connaît les freins et qui nous sont aussi remontés. Hein. Ça peut très bien être le cas d'une femme qui va voir son banquier pour avoir un prêt et qui lui dit, son banquier qui lui demande si effectivement son mari est au courant qu'elle montait une entreprise et s'il était d'accord. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on n'est pas censé voir. Mais oui, on a aussi toute une notion de croyances limitantes, de problèmes de l'imposteur, du syndrome de l'imposteur aujourd'hui, parce que les femmes vont être pour faire plus attention, vont être un peu plus prudentes que les hommes. Et donc on a toutes ces croyances qui remontent et qu'on aide à développer en fait aujourd'hui pour justement donner, on en revient toujours à cette ambition d'entreprendre et se donner les moyens de réussir pour une femme d'entreprendre et de créer son propre emploi et de créer surtout de l'impact sur le territoire. Et c'est vrai qu'au sein de Voyelle, nous aussi, on parle beaucoup de légitimité. Et véritablement, ça, c'est un mot qui revient. Et on se bat effectivement tous les jours pour, tout autant qu'on est, se sentir légitime, qu'on disait tout à l'heure, légitime de prendre la parole, légitime de créer, légitime d'être soi-même. Enfin voilà, il y a cette question de légitimité qui revient souvent. J'imagine que pour vous, au niveau du réseau Les Premières, ça doit être aussi les mêmes sujets. Oui. Bah, c'est exactement le même sujet. C'est pour ça que je profite pour saluer le travail que vous faites au niveau de Voyelle, parce que c'est aussi essentiel justement à œuvrer pour la société, à donner cette légitimité-là qui est juste en fait flagrante et prouvée par les chiffres. En fait, il n'y a pas d'autres besoins de ça. C'est qu'on voit que ça marche, on voit que c'est hyper important d'avoir une société où tout le monde est égalitaire et que le fait d'avoir plus de femmes va contribuer à une meilleure société. Voilà, et ça c'est pas des préceptes, c'est juste la réalité des choses qui sont sorties par l'OCDE, qui sont sorties par beaucoup d'études aujourd'hui qui le montrent. Donc voilà, donc bravo aussi à Voyelle, hein, j'en profite aussi pour le dire parce que c'est en s'unissant comme ça, c'est en faisant des temps d'échange comme ça qu'on va tous y arriver. Et vous accompagnez combien d'entrepreneurs ? Alors, on a accompagné en 2019 plus de 1000 entrepreneurs sur l'ensemble de nos programmes. Donc à l'époque, on était à 9 incubateurs, là on est passé à 10. Et donc ça au travers des 3 programmes qu'on peut avoir, qui est notre Start Première, Go Première ou le Boost Première. Et là on a beaucoup de beaux projets qui arrivent aussi, avec la Martinique qui va ouvrir, on a peut-être un projet au Québec, on a plein de sujets qui vont arriver en 2021 qu'on espère concrétiser avec même une nouvelle plateforme de marque, voilà, plein de choses encore. Un beau développement pour vous, hein. On parlait du regard des autres. Alors, Cécile posait la question justement de pourquoi avoir été DG des Premières. Quand vous êtes devenue justement déléguée générale des Premières, quelle a été la perception de votre entourage quand vous êtes lancée dans cette aventure ? Est-ce qu'il y a eu une réticence ou est-ce que vous avez eu des remarques fait d'être un homme à la tête ? Alors non, aucune réticence. Je pense qu'en fait mon entourage me connaît aussi et connaît aussi le sens que je veux donner à tout ça. J'ai plutôt eu beaucoup de messages positifs en disant c'est bien justement de pouvoir aussi travailler sur ces sujets-là. Le fait d'être un homme aussi permet d'appuyer aussi encore plus et de montrer que c'est pas non plus un mouvement uniquement féministe. Voilà, on est vraiment sur l'accompagnement d'entrepreneurs féminins ou d'équipes mixtes aussi où la femme a une vraie place. Donc on a vraiment ce sujet-là qui nous parle. Et donc non, mon entourage m'a plutôt quand même conforté en disant mais évidemment il faut le faire et c'est un bel exemple aussi. Donc voilà, j'ai plutôt été dans le côté positif. Mais c'est vrai qu'on peut pas parler de mixité sans un mélange forcément. Et au sein de Voyelle, on essaye tous les jours aussi de promouvoir cet aspect-là, donc la mixité. Donc nous, on a des hommes aussi au sein de notre association. Et un homme OCA aussi qui est secrétaire général. Et un homme OCA aussi qui est secrétaire général donc depuis cette année. Donc appel aussi aux candidats. Vous êtes les bienvenus, messieurs. Et pour finir, du coup, est-ce que vous avez parfois des remarques de personnes comme quoi vous pouvez pas comprendre parce que vous êtes un homme et du coup vous pouvez pas comprendre la cause des femmes, etc. Est-ce que vous avez des fois ce genre de petites remarques ? Eh ben, étonnamment, non, j'ai jamais eu ce cas-là. J'ai plutôt eu des messages d'encouragement, des messages de compréhension, d'échange et que de personnes qui ont pu me dire ça de pas comprendre parce qu'en fait quelque part créer une entreprise, que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Après, on a pas tout à fait les mêmes freins, mais si on essaie de comprendre à la place de l'autre, on y arrivera toujours. Donc après, c'est simplement une question de sens et de compréhension. Mais non, je n'ai jamais eu de droit à ça et j'en suis assez content. Je pense que voilà, c'est peut-être aussi que les femmes soient assez ouvertes à ça et comprennent aussi mon intérêt à vouloir y participer et donner du sens. Et tant mieux, ça veut dire que la société évolue finalement, donc ça va dans le bon sens. C'est ça, je pense, ouais. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaitez partager avec nous ? Aux femmes, justement.
Je vous remercie pour ce temps d'échange-là et surtout, voilà, si j'ai moi un message à donner aux femmes, c'est allez-y. C'est pas facile, mais aujourd'hui, avec la période qu'on vit, c'est sujet à être de belles opportunités à saisir. Et bien sûr qu'il y aura toujours des freins, bien sûr que le mieux est l'ennemi du bien. Mais non, en fait, il faut toujours y aller et il faut toujours croire en soi. Et en fait, vous avez un potentiel de création d'entreprise qui est juste essentiel. Et ça, voilà, moi, j'ai hâte qu'il y ait encore plus de femmes qui aillent dans la tech, qui aillent dans tous les secteurs et ainsi de suite, pour que ça soit juste équitable et équilibré et avoir une belle société. Voilà. Merci beaucoup, Grégory. Merci, Grégory. Et au plaisir, du coup, de vous retrouver en région centre. Moi, j'ai noté. Et puis, bonne continuation pour les premières, bon développement. Et puis, continuer, en tout cas, d'encourager les femmes à oser. Eh ben, merci beaucoup et merci à vous deux. Merci. Beaucoup. Au revoir. Vanessa, si tu veux bien, on va passer à présent au récapitulatif de chaque rendez-vous tout au long de cette journée. Et on va commencer avec Stéphane, qui était en charge du rendez-vous bien-être. À toi, Stéphane. Bonsoir Vanessa et Cécile. Petit compte-rendu de nos rendez-vous bien-être de la journée. Chez Voyelle, nous avons toujours considéré qu'il était important de prendre soin de soi, de se recentrer, d'équilibrer son corps et son esprit pour pouvoir profiter pleinement de sa vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, Gwen et Rémi de Yogamatic nous ont offert 5 moments d'exception. Un cours de yoga, un atelier de gestion de stress et 3 méditations guidées à des moments clés de la journée. À 8h, au réveil, en fin de matinée et au retour du déjeuner pour reprendre correctement sa journée. Nous espérons que vous avez pu profiter de ces moments et nous remercions très chaleureusement nos 2 coachs. Merci Stéphane. Encore un moment de détente comme on aime bien et pour sentir bien dans sa peau et ensuite bien dans son corps et dans sa tête. Maintenant, nous allons passer à Stéphanie. Stéphanie, tu nous parles, toi, du rendez-vous éducation qui a lieu ce matin. Bonsoir Cécile et Vanessa. Donc nous, aujourd'hui, on a mené les rendez-vous éducation. On a rencontré à peu près 90 jeunes de la 4e à la terminale pour travailler ensemble sur des quiz qui concernaient les grandes dates du féminisme, la position des femmes au sein de la société depuis plusieurs années, et puis aussi autour d'un projet de loi fictif où ils ont dû débattre sur le fait que éventuellement les femmes pouvaient gagner 30% de plus pendant les années à venir, étant donné que ça faisait des années qu'elles gagnaient moins, et donc ils ont dû débattre autour de ce projet de loi fictif. Comme d'habitude, ces rendez-vous sont très enrichissants et on se rend compte que jusqu'à la 4e à peu près, les jeunes n'ont pas trop de notions et de segmentation entre les hommes et les femmes, et puis ça leur paraît naturel l'égalité homme-femme. Et puis après, on se rend compte que il y a des préjugés qui arrivent et c'est plus compliqué. Mais c'est toujours très enrichissant de rencontrer les jeunes autour de ces thèmes-là. Bonsoir. Merci Stéphanie. Et bien maintenant, j'aimerais qu'on parle des coups d'aile. Vraiment un rendez-vous qui, depuis le début des rendez-vous Voyelle, est très important et a toujours été très plébiscité. Et c'est Virginie Brunel qui va nous en parler. À toi Virginie. Bonsoir Cécile et Vanessa. Alors nous, les rendez-vous coups d'aile d'aujourd'hui se sont très bien passés. Nous avons 4 coups d'aile. Les coups d'aile, c'est quoi? C'est des voyelles qui aident à se poser et prendre de la hauteur à toute personne qui a une question pour monter son entreprise. Alors on a eu des questions du type « Comment puis-je améliorer la visibilité de mon entreprise sur Internet ?» Comment puis-je créer mon entreprise? Dois-je faire une association ou une entreprise? Donc voilà, tous ces petits coups d'aile, ça nous aide, ça vous aide à prendre de la hauteur, mais surtout, nous, notre but, c'est que vous arriviez à créer votre entreprise et puis qu'un jour, vous deveniez une voyelle. Voilà, à bientôt. Merci Virginie. Et mon petit doigt me dit qu'on aura sûrement de futurs membres voyelles parmi les personnes qui ont pu bénéficier de ces coups d'aile. Alors vous le savez, on a organisé pour la 2e année un concours de dessin sur le thème justement de la mixité des métiers. Dessine le métier de tes rêves. Et c'est Julie Dubois qui va nous en parler et qui va nous annoncer les heureux gagnants du concours. À toi Julie.
Bonsoir Cécile, bonsoir Vanessa. Un petit retour sur le rendez-vous concours de dessin. Pour cette 6e édition et surtout pour la 2e année consécutive, nous avons organisé un grand concours de dessin avec des catégories différentes. Les 2 premières, les 3-7 et les 8-12, l'idée était pour les enfants de se dessiner dans le métier de leur rêve, dans leur métier rêvé. Hélas, nous n'allons pas pouvoir dès ce soir mettre en avant les gagnants. Nous attendons encore quelques dessins retardataires, mais ne vous inquiétez pas, nous les communiquerons dans les prochains jours. 3e et dernière catégorie, il y avait les étudiants, et à ce titre, je souhaite chaleureusement, véritablement remercier les étudiants de l'ISC Paris Campus, tant pour les promotions parisiennes et orléanaises, qui ont participé à ce concours. Pour eux, le thème était un peu différent. Ils avaient une affiche à réaliser, démontrant, prouvant les inégalités hommes-femmes dans le monde du travail. Et nous allons donc passer à l'annonce des heureux élus. Pour la promotion parisienne, nous avons sélectionné une affiche BD mettant en lumière la vie d'une certaine Magali dans ses relations d'inégalité salariale. Affiche très sympathique que vous retrouverez très prochainement. Et pour la promotion orléanaise, cette fois-ci, nous avons souhaité mettre en avant une affiche BD humoristique concernant le Human Life Game, avec un petit bonus jeu astuce, être un homme pour pouvoir débloquer un salaire un petit peu plus important. En tout cas, bravo aux étudiants, bravo aux enfants. Vous retrouverez les gagnants, mais également l'ensemble des dessins et affiches participants par le biais d'un lien site internet qui sera communiqué dans les prochains jours, afin de pouvoir voir toutes ces œuvres. Encore bravo, véritablement, et puis on se dit à l'année prochaine pour le prochain concours. Merci beaucoup Julie et surtout félicitations à tous les gagnants. On va passer à présent au rendez-vous capsule avec Aurélie Charrier. Aurélie, à toi. Bonsoir les filles. Alors c'était quoi nos rendez-vous capsules ? C'était des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. 5 vidéos pour parler des stéréotypes féminins, masculins. On s'est inspiré d'une publicité pour une grande marque de protection hygiénique qui avait demandé un jour à des enfants c'est quoi courir comme une fille ? Et on s'est dit tiens on va faire la même chose, donc on a pris on a interviewé des enfants et des ados de 5 à 15 ans et on leur a demandé c'est quoi une couleur de fille, c'est quoi un métier de garçon. Les résultats sont assez sympas, je vous invite si c'est pas déjà fait à regarder ces vidéos et à voir comment notre société évolue par rapport à ces stéréotypes. Merci Aurélie. Alors les rendez-vous capsules finalement vous avez déjà vu ce que c'était puisque on vous les a montrés juste avant. Maintenant, on a Aurélie, alors une autre Aurélie Janin, qui nous présente notre rendez-vous culture. Bonsoir Vanessa, bonsoir Cécile, je suis Aurélie Janin et je vous invite au rendez-vous culture, un rendez-vous qui a été honoré par 3 femmes libraires du Loiret, qui à travers des vidéos, des revues littéraires, nous ont proposé des conseils de lecture autour du féminisme et des parcours de femmes pour les petits et pour les grands. Je vous invite à aller voir ou revoir sur le compte Facebook des Voyelles les revues littéraires de Aurélie Bours de la librairie Autant des livres à Sully-sur-Loire, de Séverine Aumont-Sens de la librairie Volte-Page à Olivet et de Marlène Brocaille de la librairie Chantelivre à Orléans. On sait comme la littérature a un rôle à jouer pour faire avancer des causes et inspirer. Alors, à vos livres. Merci Aurélie. Alors surtout, n'hésitez pas à revenir sur notre page Facebook pour voir le résumé de tous les livres qui vous ont été proposés par ces 3 librairies. En tout cas, encore un grand merci à elles de s'être prêtées au jeu. Nous, on voulait aussi vous montrer 2 livres qu'on aime beaucoup chez Voyelles. Alors Cécile, je te laisse présenter le livre pour les enfants. Ça marche. Alors, le livre pour les enfants, les filles peuvent le faire aussi. Et les garçons peuvent le faire aussi. En fait, c'est un livre qui permet de raconter à vos enfants, voilà, par exemple, les poupées, c'est pas pour les garçons. Les garçons ne pleurent pas. Des gros stéréotypes bien ancrés par rapport aux enfants. Et donc, en fait, à l'inverse, vous avez donc le côté, les filles aussi peuvent le faire. Tu peux être timide et ne pas oser parler ou sentir tes joues devenir rouges quand tu es gêné, ou lever souvent le doigt en classe pour participer, dire c'est moi la chef, parler fort et tout oser. Voilà, en fait on a le pendant et ce livre est très intéressant parce que à la fois il nous dit on peut être effectivement une fille avec tous les stéréotypes de filles et ok c'est bon quoi, mais on peut aussi avoir envie d'oser, de parler fort, etc. Donc c'est vrai que c'est très intéressant parce que quand on le lit aux enfants, ça permet vraiment de leur ouvrir le champ des possibles. Voilà.
Et alors moi, je voulais vous présenter ce livre, Les Digitales, qui a été lancé par NJ, donc un de nos plus gros partenaires des rendez-vous voyelles, et qui va vous être offert. Alors je vous en dirai plus en fin d'émission, mais petit cadeau qu'auront également en cadeau certains des vainqueurs du concours de dessin, comme pour le livre présenté par Cécile. Et alors ce livre, Les Digitales, finalement présente les métiers du digital. Alors vous savez, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui, et en fait pour la plupart ils seront digitaux. Et ce qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est que finalement tous ces métiers du digital ont été créés par des femmes. On a tendance à penser plutôt par exemple à Bill Gates, mais finalement ce sont des femmes qui ont été à l'origine du digital, de l'informatique. Et donc ce livre est très bien fait, alors également finalement avec des dessins, des petites anecdotes, avec beaucoup de témoignages en fait. C'était vraiment le but, c'était de recueillir des témoignages de femmes qui travaillent dans le métier du digital, pour là encore finalement oublier tous les stéréotypes, faire part de leur expérience, et puis donner envie à d'autres femmes de découvrir également ces métiers. Encore une fois, finalement, c'est quand on a des personnes inspirantes, quand on rencontre des témoignages de femmes inspirantes, que là va pouvoir à son tour oser s'orienter vers ces métiers-là. Donc les digitales, avec une préface d'Aurélie Jean aux éditions Cherche Midi. Et bien voilà, ainsi se termine notre soirée plateau télé. Nous espérons vraiment que ça vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que nous. Alors je vous avais dit qu'il y avait une petite surprise, qu'il fallait vraiment rester jusqu'au bout pour découvrir quel serait votre cadeau. Et bien voilà, je vous ai présenté le livre des digitales. Sachez que ce livre vous est offert par NJ. Donc si vous venez au labo, que vous dites que vous venez pour récupérer le livre, il vous sera offert. Donc voilà, petite surprise qui vous est offerte. Merci Vanessa. Alors moi je tenais vraiment à remercier du fond du cœur au nom de toute l'association Voyelle. Donc déjà merci aux membres qui se sont investis très fortement sur ce rendez-vous, cette nouvelle édition des rendez-vous Voyelles. Merci également à toute l'équipe de prod qui sont en coulisses là, qui sont autour de nous pour ce nouveau rendez-vous, donc 100% digitalisé. Effectivement, c'est tout nouveau pour nous, ce nouveau concept de plateau TV, en espérant que cela vous ait plu effectivement. Et surtout, merci à tous nos partenaires, donc NJ, Andels, Orcom, Telem, Société Gemma Plomberie, Thierry Perche, 1000 Espaces, et bien entendu, merci également à la Technopole qui nous accueille toute l'année dans les locaux et qui nous aide énormément aussi sur notre association Voyelle. Et rendez-vous du coup en 2022, et on l'espère en présentiel. On l'espère. Bonne fin de soirée à tous. Bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.